Vas-y, Guillaume, je t'en prie. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau séminaire de l'IAP, un séminaire d'ouverture, et encore une fois, malheureusement, en mode virtuel. Et nous avons pour ce séminaire d'ouverture aujourd'hui le plaisir de recevoir Nicolas Gauvry, qui est mathématicien et enseignant-chercheur en psychologie scientifique. Il est professeur associé au laboratoire CHART, c'est-à-dire Cognition humaine et artificielle, à l'école pratique des hautes études, mais il est aussi maître de conférences en mathématiques à l'Université de Lille. Il a suivi un parcours qui est, ma foi, assez atypique, peut-être pas si rare, mais atypique, un double cursus de mathématiques à l'École normale supérieure de Lyon et de psychologie à Paris 8. Donc, vous l'avez compris, vous l'avez deviné, ces travaux se situent à l'interface des mathématiques et de la psychologie, et ils concernent notamment la perception du hasard, le raisonnement, toute thématique évidemment susceptible d'intéresser les enseignants, chercheurs que nous sommes, mais aussi tout honnête homme. Nicolas Gauvry est aussi l'auteur ou le co-auteur d'une dizaine d'ouvrages grand public, notamment sur l'esprit critique, car évidemment par son sujet de recherche même, il est naturellement lié au milieu et au thème de la zététique. Il est en outre membre du comité de parrainage de l'Association française pour l'information scientifique et fondateur du site de veille scientifique Esprit critique. Aujourd'hui, je crois qu'il va nous parler de plusieurs choses, et en particulier de l'intuition bayésienne, ce qui peut occuper certains d'entre nous ici. Et donc, je vais lui laisser la parole pour un petit peu moins d'une heure. Évidemment, il faudra réserver un peu pour les questions. Et je m'arrêterai ici pour le laisser parler. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité aussi. Alors, intuition bayésienne, il ne faut pas vous attendre à grand-chose, hein, ça va être très rudimentaire. Mais alors, effectivement, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est à la frontière des mathématiques et de la psychologie, avec ma double formation. Donc, j'aime bien quand on peut faire des modèles mathématiques ou comprendre grâce aux mathématiques des choses en psychologie. Et en psychologie scientifique, donc qui utilise l'approche scientifique, on peut, malheureusement, on n'en est pas du tout au niveau où on peut faire des grands modèles du raisonnement ou de la mémoire en général, mais on arrive quand même à faire des modèles locaux, disons, pour certaines petites choses, et puis des fois, ça marche pas mal. Peut-être je vous donnerai un ou deux exemples en passant. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, moi, pendant ma thèse, j'avais travaillé, on a parlé de raisonnement, là, j'avais travaillé sur la logique non classique en espérant trouver un modèle de logique non classique qui pourrait expliquer certaines erreurs de raisonnement. Oui, je vais vous mettre les diapos juste après. Je voulais juste faire l'introduction comme ça, que vous me voyez un peu, puis après je projette mon diaporama. Donc je vous disais, oui, pendant ma thèse, j'avais travaillé sur le raisonnement avec cette idée que peut-être grâce à un nouveau modèle de logique non classique, j'étais très ambitieux, j'allais pouvoir permettre de mieux comprendre le raisonnement humain. Bon, ça a été un peu un échec. Et depuis à peu près 15 ans maintenant, j'ai travaillé, peut-être que vous connaissez Jean-Paul Delahaye aussi, qui est assez célèbre au moins pour tous ses nombreux ouvrages de vulgarisation et la qualité de son travail de ce côté-là. On a travaillé ensemble sur un thème que j'ai trouvé vraiment passionnant et vous allez voir qui en fait rejaillit sur plein de domaines à l'intérieur de la psychologie, qui est la complexité algorithmique. Voilà. La complexité algorithmique, complexité de Kolmogorov, c'est quelque chose qui vient des mathématiques, de l'informatique théorique, et on peut l'appliquer en psychologie à plusieurs endroits. Voilà, c'est ce qu'on va voir, c'est un peu de ça que je vais vous parler. Donc, je vais rester très rudimentaire du côté mathématique et présentation de la complexité algorithmique, parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est les applications. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Et je partage l'écran tout de suite. J'ai l'impression que ce n'est pas le bon, mais à part ça. Voilà. Donc là, si tout va bien, vous êtes en train de voir la première diapositive que je vais vous montrer avec ce titre.
sur la complexité algorithmique appliquée à la cognition, bon, on pourrait dire en psychologie même, hein, de façon un peu plus générale. Voilà. Alors là, il y a un petit plan indicatif en haut, complexité algorithmique et application. Profondeur de manège, je l'ai mis simplement au cas où on termine très en avance, et dans ce cas, je vous dirai peut-être un mot là-dessus, mais a priori, je pense qu'on n'abordera pas ça. Et ça ne fait pas du tout le cœur du travail dont je veux vous parler aujourd'hui. Dans complexité algorithmique, je vais juste vous présenter, donc je suppose aucune connaissance préalable sur ce que c'est que la complexité algorithmique. Si vous en avez, ça risque d'être un peu décevant, ce que je vais raconter, mais juste pour donner une idée de ce que c'est et à quoi sert cette notion mathématique de complexité algorithmique. Alors, la complexité algorithmique, c'est fait pour mesurer, je vous donne tout à l'heure, je vous donne un peu plus de détails tout à l'heure, mais c'est fait pour mesurer la complexité d'objets, et nous, on l'utilise uniquement pour des suites ou à la limite des matrices, en général binaires. Donc, en gros, c'est des suites de pile ou face, ou à la limite des choses comme vous avez ici, où vous imaginez que quand une case est blanc et noir, ça vaut 1, par exemple, et blanc 0, ou l'inverse, comme vous préférez. Et donc des matrices comme ça, avec des nombres simplement binaires, 0 ou 1. Et on essaye de modéliser, de mesurer par quelque chose de mathématique ce que ça pourrait vouloir dire que la suite ou la matrice est complexe ou simple. Voilà. Et la première idée, donc, que je vais ensuite un tout petit peu développer, l'idée de départ de la complexité algorithmique, très simplifiée, c'est de dire qu'un objet est complexe s'il est long à décrire. Ou alors, ça revient au même, si un programme qui permet, ou un algorithme qui permet de le construire est long. Voilà. Plus le programme est long, plus le plus court programme qui permet de le construire est long, plus l'objet est complexe. Donc j'imagine, par exemple, vous avez quelqu'un au téléphone et vous devez lui dire ce qu'il y a dans cette matrice de gauche ici. Donc on est d'accord, tout le monde sait que c'est une matrice 6 sur 6 avec des cases blanches et des cases noires. Pour celui de gauche, par exemple, vous pourriez dire qu'une case est noire si la somme i plus j, où i est le numéro de ligne et j de colonne, est paire, si je ne me trompe pas. Et ça vous fait une description courte qui permet à la personne en face de reconstruire cette matrice. Donc là, on a vraiment une définition courte, et donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est simple. Alors que si vous regardez ce qu'il y a à droite, qui a l'air comme ça aléatoire, et aléatoire, ça a un lien avec complexe, on ne voit pas très bien comment décrire. Ça ne ressemble pas à quelque chose qu'on connaît, il n'y a pas un algorithme évident, en tout cas, qui apparaît comme ça. Et j'imagine que si je dois décrire à quelqu'un ce qui se passe pour lui permettre de reconstruire la matrice, l'échiquier, ce que je vais faire simplement, je vais lui réciter, je veux dire, sur la première ligne, il y a d'abord une case blanche, puis deux noires, puis une blanche, puis une noire, puis une blanche, et ainsi de suite. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Et à l'intérieur de ma description, il y aura en fait toute la matrice écrite. Donc l'équivalent en programme, évidemment, il faudrait imaginer ça pour des matrices beaucoup plus grandes, mais l'équivalent du point de vue programmation, c'est un ordinateur, ce serait un programme très court pour le premier, et puis dans le deuxième, ce sera un programme du genre, voici la matrice. Donc pour produire la matrice, produit d'abord une ligne avec blanc, noir, noir, blanc, noir, blanc, etc. Et on a tout le code à produire à l'intérieur du programme. Ce qui fait que le code est plus long que le programme de construction est plus long que le code qu'il produit. L'équivalent, ce serait print, et puis entre parenthèses, on écrit tout ce qu'il y a à écrire. Voilà, ça, ce serait le cas de quelque chose de particulièrement complexe. Après, évidemment, je vous dis ça là pour la partie de droite, la matrice de droite, mais peut-être qu'il existe un algorithme très simple, en fait, que je ne connais pas, qui permettrait de le produire. Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, quand je le vois comme ça, j'ai l'impression que c'est plus complexe que celui de gauche. Voilà, ça c'est ce que je prends comme définition provisoire de la complexité, mais c'est une version vulgarisée, disons, de la complexité algorithmique de Kolmogorov qu'on va utiliser dans la suite. Alors peut-être je vais passer assez vite quand même là-dessus parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais je vais vous dire un peu d'où ça vient.
Comment s'est construit vraiment la complexité de Kolmogorov? On part d'abord des machines de Turing qui sont peut-être, je ne sais pas du tout si vous connaissez ça bien ou pas, mais enfin, bon, si vous avez des connaissances sur les machines de Turing, je reste vraiment très élémentaire. Une machine de Turing, c'est simplement un modèle mathématique de ce que peut être un ordinateur, une machine, et c'est quelque chose qui fonctionne de la manière suivante. En fait, on a un ruban, du moins dans la version que je vous présente ici, on a un ruban avec des cases, et dans chaque case, on peut écrire soit 0, soit 1. Alors on imagine qu'au début, par exemple, il peut y avoir que des zéros, et on est sur une certaine case, et la machine fait des choses extrêmement rudimentaires. Elle peut seulement lire, elle a une tête de lecture et d'écriture qui est placée sur une case, donc une case de départ, et donc elle voit soit 0, soit 1. Et en fonction de ce qu'elle lit, qui peut être soit 0, soit 1, elle fait les choses suivantes. Elle écrit un symbole, donc s'il y a un 0, par exemple, elle peut laisser le 0 ou écrire 1 à la place, pareil pour le 1, et ensuite elle peut se déplacer d'un cran soit à gauche, soit à droite, et c'est tout. Et la dernière chose qu'elle fait, c'est qu'elle peut changer d'état. Et il y a un certain nombre d'états qui sont, je vais vous montrer une représentation simple, qu'on peut représenter par des couleurs, simplement. Et en fonction des états, les règles qui disent ce qu'on fait selon ce qu'on lit, donc est-ce qu'on écrit 0 ou 1 en fonction de si on lit 0 ou 1 et est-ce qu'on se déplace à gauche ou à droite, varient, donc en fonction des états. C'est quelque chose de vraiment très rudimentaire. C'est assez drôle de voir les premières réactions qu'il y a eu quand Turing a proposé cette modélisation. Beaucoup de gens en mathématiques, en informatique théorique, ont dit que c'était complètement absurde de vouloir décrire une machine aussi rudimentaire et qu'on ne pourrait rien faire avec. Et en réalité, je vous le redis après, mais tous les ordinateurs qu'on utilise sont des machines de Turing. Donc finalement, ça a beau être extrêmement rudimentaire, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc voilà un exemple, hein. Si on a quelque chose comme ça veut dire qu'on part d'ici, le petit triangle gris qui est ici dit on commence dans l'état rouge, et quand on est dans l'état rouge, si on lit un 1, ce qui est le premier 1 sur la flèche du haut, alors on écrit 1 et on se déplace d'un cran vers la droite. Si on lit 0 dans l'état rouge, on laisse 0 donc, et puis on s'arrête. L'état H noir ici est un état particulier. Halt, ça veut dire stop, c'est la fin du programme. Une fois si on est passé dans l'état bleu, hein, par exemple si on commence avec un 1, on passe dans l'état bleu ici. Si on lit un 1, on laisse 1, on se déplace vers la droite et on revient dans l'état rouge. Et si on lit 0, on écrit 1 et on s'arrête. Voilà, et ben ça c'est une machine de Turing. Si on regarde sur un exemple ce que ça fait, on était parti d'un ruban, comme ça, alors vous voyez le petit triangle indique où est la tête de lecture de la machine, et sa couleur indique dans quel état est la machine. Donc là, il y a deux états en plus de l'état d'arrêt. C'est vraiment quelque chose de très simple. Et ce que ça fait ici, vous voyez, ça va alterner entre les états rouge et bleu en se déplaçant vers la droite. Et puis après, selon le cas, soit ça s'arrête une fois qu'on a dépassé tous les 1, soit ça rajoute un 1 si le nombre de 1 était impair. Donc si on imagine que quand on écrit 1, 1, 1, par exemple ici en haut, ça veut dire qu'on code le nombre 3, et bien en fait, ce que fait cette machine, c'est renvoyer le plus petit nombre pair supérieur ou égal au nombre qui est indiqué. Donc quand c'est 3, ça va donner 4, mais si on était parti de 4, ça serait resté à 4, et si on avait 5, ça aurait fait 6, etc. Voilà. Donc c'est vraiment une machine très simple qui fait quelque chose aussi de très simple. Il n'y a pas de difficulté là-dessous, mais ce qui est vraiment étonnant avec les machines de Turing, je crois, c'est à quel point quelque chose d'aussi élémentaire peut donner des résultats vraiment incroyables. Alors, on peut montrer qu'il existe des machines de Turing universelles, c'est-à-dire qui peuvent simuler n'importe quelle autre machine de Turing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des machines de Turing qui sont telles que, pour simuler une autre machine, par exemple celle qu'on vient de voir, il suffit d'écrire quelque chose sur la bande. C'est un programme, si on veut, en quelque sorte. Et puis, on peut, comme ça, utiliser n'importe quel programme et modéliser n'importe quelle machine de Turing. Ça, c'est très important parce que ça donne un sens objectif absolu, un peu universel, à ce que peut être, par exemple, une fonction calculable. Puisqu'il y a des machines universelles, elles sont toutes équivalentes, elles peuvent
toutes faire les mêmes choses. Et on pourrait dire qu'une fonction est calculable si on peut utiliser une machine de Turing universelle pour avoir cette fonction. Donc, par exemple, nous, on a vu que juste avant, la fonction qui renvoie le plus petit nombre pair supérieur ou égal à n, il y a une machine de Turing qui s'en occupe, donc n'importe quelle machine de Turing universelle s'en occupe aussi, peut le faire. Donc n'importe quelle, voilà, une fonction qui est calculable. Il y a quelque chose d'universel là-dedans. Ce n'est pas calculable en fonction de la machine qu'on a choisie. C'est calculable de manière universelle. Et donc, nos ordinateurs, enfin, ce qu'on utilise, ce sont des machines de Turing. Et si on avait une mémoire infinie, ça pourrait même être des machines de Turing vraiment universelles. Alors, l'histoire de calculabilité, moi, je reviens à des suites et plus à des fonctions. Hein. J'imagine que j'ai une suite de symboles. Alors, bon, des fois, je vous parle de symboles binaires, et puis de temps en temps, ce sera juste des chiffres, par exemple. Enfin, voilà, on imagine des suites de symboles. N'importe quelle suite finie est calculable. Ça, vous le savez. Maintenant, il suffit d'imaginer un ordinateur ordinaire. Si vous voulez taper 3,14, 15, 9, 26, 53, 58, etc., il suffit de dire à l'ordinateur écrire 3,14, 15, 9, 26, etc. Donc, il existe un programme qui dit juste écrire ça, qui écrit ça. Donc, il y a toujours un programme pour écrire ce qu'on veut quand on parle de suite finie. Du côté des mathématiques et de l'informatique théorique, ce qui concerne les machines de Turing, c'est surtout intéressant pour des suites qui sont très longues, et puis donc on regarde, on imagine infini presque, hein. Donc qui peuvent aller, en tout cas qui tendent vers l'infini, la longueur tend vers l'infini. Mais pour ce qui nous occupe, nous, ici, et qu'on va appliquer à la psychologie, ce qui nous intéresse, c'est plutôt des suites finies. Donc toutes les suites finies sont calculables, on peut les créer avec des machines de Turing, mais c'est plus ou moins compliqué. Voilà, il y en a qui sont réalisables avec des programmes courts et d'autres pour lesquels il faut des programmes plus longs. Par exemple, si vous voulez une suite de 1000 zéros, il suffit de faire une boucle et ça va très vite. Si vous voulez une suite de 1000 nombres aléatoires, mais prédéfinis, c'est vous qui les avez donnés, s'il n'y a aucune méthode pour les produire, dans ce cas, vous êtes obligé d'écrire dans le programme tous les nombres. Donc, il y a déjà 1000 caractères juste pour indiquer au programme quel nombre écrire. Si vous voulez maintenant produire 3,14, 15, 9, etc., qui sont les décimales de pi, vous pouvez faire un programme qui sera un peu plus long que pour la suite de 0, mais quand même pas aussi long que si vous deviez tout écrire, parce qu'il y a des programmes relativement courts qui peuvent calculer les premières décimales de pi. Voilà, ce sera plus ou moins long à mettre en place, mais enfin, le programme lui-même n'est pas très long. Je reviens à l'idée qu'on avait au départ, la définition provisoire que je vous avais donnée pour la complexité, qui était de dire une suite est complexe si elle n'admet pas de définition, de description courte. Voilà ce que ça nous donne avec les machines de Turing, donc de manière beaucoup plus précise, même si moi je vous présente ça vraiment de façon un peu floue, mais enfin, c'est précis quand on va regarder techniquement. La complexité algorithmique d'une suite, on peut la définir comme la longueur du plus court programme qui permet d'écrire la suite. Et seulement la suite, il faut qu'elle s'arrête là. Voilà, alors en réalité, évidemment, d'une machine de Turing universelle à l'autre, le plus court programme n'est pas la même. Et en fonction des... on peut très bien comprendre, en fonction des machines que vous utilisez, quand vous avez un ordinateur, en fonction du langage de programmation que vous utilisez, trouver les décimales de pi, ça peut être plus ou moins long. Voilà, si vous avez un langage de programmation qui est fait pour, des fois, il y a juste une instruction qui renvoie les 1000 premières décimales de pi. Donc là, ça fait un programme ultra court, alors que si vous devez faire tous les calculs parce que le langage de programmation n'est pas orienté vers ce type de calcul, ce sera plus long. Donc il y a quand même une variation en fonction de la machine de Turing, et complexité algorithmique définie comme ça, c'est donc pas défini de manière parfaitement stable. Ceci dit, il y a un théorème qu'on dit d'invariance qui montre que la complexité ne dépend pas trop, si on veut, de la machine universelle de Turing choisie. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails par manque de temps, mais voilà, il y a une certaine stabilité quand même. Et puis surtout, ce que nous, on va utiliser juste après, c'est que c'est un théorème qui fait le lien entre ce qu'on vient de voir, la complexité algorithmique, donc la longueur du plus court programme qui permet de créer la suite, et ce qu'on appelle la probabilité algorithmique, qui est la probabilité que si on choisit un programme au hasard, on obtienne cette suite.
Donc vous imaginez, un programme, c'est une suite de 0 et de 1. Vous mettez des 0 et des 1 au hasard sur une bande. Vous faites marcher la machine de Turing universelle. Et si ça vous renvoie ce que vous voulez, par exemple les 1000 premières décimales de pi, ben vous comptez que c'est réussi. Sinon, c'est un échec. Vous faites ça des milliards de fois, puis vous voyez combien de fois vous avez eu les 1000 premières décimales de pi. Très rarement, évidemment, on imagine. Mais voilà ce qu'on peut appeler la probabilité algorithmique d'une suite. Donc la probabilité que la suite soit créée, on va le comprendre comme ça, c'est la probabilité que la suite qui m'intéresse soit créée par un processus qui n'est pas aléatoire, mais dont je ne sais rien. C'est-à-dire, il y a un algorithme, je ne sais pas lequel c'est. Et donc, pour représenter ça, j'imagine qu'on choisit des programmes au hasard, et on regarde si avec un programme choisi au hasard sur une machine de Turing universelle, on obtient ou pas la suite qui m'intéresse. Voilà, la probabilité n'est jamais nulle pour une suite finie, puisque toutes les suites finies sont calculables, donc il arrive que ça se produise. Par contre, évidemment, elle est plus ou moins élevée selon le type de suite qu'on cherche. Et il y a un lien, alors là je vais passer encore plus vite, il y a un lien mathématique entre la complexité et la probabilité algorithmique, voilà, que vous voyez ici, qui est approximatif. En fait, il y a un grand taux, donc c'est très approximatif même si on veut, mais ça nous a permis de, et donc c'est pour ça que je vous le montre quand même, ça nous a permis, nous, de créer une approximation que j'ai appelée ACSS, vous verrez juste après, une approximation de la complexité algorithmique pour les suites courtes, bien que la complexité algorithmique ne soit pas calculable. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'algorithme qui permet de renvoyer précisément la complexité algorithmique de n'importe quelle suite. Mais comme il y a un lien entre probabilité algorithmique et complexité, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tourner des dizaines de milliards de programmes sur une machine de Turing universelle. On a regardé combien de fois on obtenait telle ou telle suite, et puis ça nous a donné une table qu'on a transformée et qu'on a transformée en une approximation de la complexité algorithmique. Alors, ce qui est très important dans le cadre du hasard, puisque je m'intéresse aussi beaucoup au hasard, et c'est par le hasard que j'ai rencontré, enfin, en m'intéressant au hasard, que j'ai rencontré Jean-Paul Delahaye, avec qui on a travaillé sur ces questions. Ce qui est vraiment très intéressant là-dedans avec la complexité algorithmique, c'est que ça permet de faire se rejoindre un certain nombre de notions qu'on lie habituellement au hasard. Une suite, donc je vais vous dire brièvement ce que j'indique ici, c'est équivalent avec la complexité algorithmique de dire qu'une suite est aléatoire, c'est qu'elle n'a pas de structure, donc elle est d'une certaine façon complexe, qu'elle est complexe au sens qu'on vient de définir maintenant, c'est la même chose, mais c'est aussi la même chose que de dire qu'elle est imprévisible, c'est-à-dire qu'on n'a pas de moyen de connaître le millième bit, par exemple, si on a les 999 premiers. Les 999 premiers ne donnent pas d'informations sur le millième. C'est une des caractéristiques des suites les plus complexes qu'on appellera aléatoires. C'est aussi équivalent de dire que la suite passerait n'importe quel sous-ensemble de tests de hasard. Donc, on peut vérifier certaines choses sur le hasard. Par exemple, si vous avez une suite de pile ou face, qu'on imagine presque infinie, qui tend vers l'infini, on peut vérifier que la proportion de pile et de face tend bien vers 50%, parce que c'est une des caractéristiques du hasard qu'on imagine. Ça, c'est un test, et si on s'éloigne de ça, le test ne passe pas. Bon, et bien là encore, il y a une équivalence entre ces tests-là et puis la complexité. Et puis, c'est aussi équivalent de dire qu'une suite est complexe ou aléatoire et de dire qu'elle est improbable par un programme aléatoire. Donc ça, c'est la probabilité algorithmique. Voilà, je vais passer encore un peu plus vite que prévu. Juste pour vous dire, donc, ce qu'on a fait avec Jean-Paul Delahaye, c'est une simulation sur des milliards de machines de Turing pour des suites assez courtes. Avec quelques milliards de machines de Turing, on a eu, si je me souviens bien, toutes les suites jusqu'à une longueur de 12 ou quelque chose comme ça, et certaines suites jusqu'à 50. Évidemment, plus les suites sont longues, plus c'est difficile de les obtenir par un programme au hasard, et donc certaines n'ont pas été observées du tout, entre 12 et 50, et puis au-delà de 50, je crois qu'on n'en a aucune en réalité. On aurait pu continuer, bien sûr, pour finir par en trouver. Et ça nous a donné une estimation. Donc, ACSS, ça veut dire Algorithmic Complexity for Short String, parce que c'est fait pour mesurer la complexité ou une approximation de la complexité algorithmique de suites courtes, typiquement de l'ordre de quelques symboles, et c'est tout.
Et il y a maintenant un package qu'on a créé pour R, pour ceux qui utilisent R, qui s'appelle ACSS et qui permet en une commande comme ça de renvoyer la complexité telle qu'elle est estimée par notre méthode. Voilà, vous voyez que ça charge, quand on lance le programme, ça charge en fait une base de données qui est simplement la compilation de tout ce qu'on a observé après des équivalents de mois de calcul, parce qu'il y avait beaucoup de machines et certaines qui ne s'arrêtent pas. C'est parce qu'on ne sait pas quand la machine va s'arrêter, des fois c'est un peu long. Voilà, bref, ce qu'il y a à retenir juste de tout ça, c'est l'idée un peu de la complexité algorithmique et puis le fait que maintenant, on a une manière de mesurer, pas de mesurer, mais enfin, on a une approximation, en tout cas, de la complexité algorithmique. Et donc, on peut dire pour une suite si elle est complexe ou pas. Alors, c'est dans la colonne K2 qu'il faut regarder. Et par exemple, ce que vous avez juste ici en bas, ça vous dit que la suite 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, a une complexité estimée de 13,38, bon, et que la suite 0, 1, 1, 0, 1, 0 a une complexité estimée de 14,7 à peu près. Donc, elle est plus complexe, la deuxième est plus complexe que la première, ce qui est conforme à l'intuition. Mais simplement, ça veut dire pour nous qu'on a observé plus souvent des suites de 6 zéros que des suites de la forme 0, 1, 1, 0, 1, 0 quand on a fait tourner toutes les machines. Voilà, et maintenant j'arrive à ce qui m'intéresse le plus, les applications. Quand on a discuté avec Jean-Paul Delahaye de ces questions, au départ je m'intéressais au hasard sans avoir de but précis là-dessus. Et puis, il m'a parlé de la complexité. On a développé cette idée d'approximation de la complexité algorithmique sans avoir vraiment d'idée des applications qu'on allait en faire. Et une fois que ça a été fait, je me suis dit que ça pourrait bien servir en psychologie. Et en fait, ça a été beaucoup plus fructueux que j'aurais imaginé en psychologie. Donc, je vais vous montrer différents endroits en psychologie où la complexité peut avoir un sens et être éventuellement utilisée. D'abord, quelque chose de très ancien, que j'appelle ici le dilemme de la perception, mais une question très ancienne des psychologues, c'est comment ça se fait que quand on voit un truc comme ça, tout le monde voit un rectangle noir devant un triangle, ou presque tout le monde, je veux dire, au cas où, devant un triangle. Ça veut dire pourquoi... Désolé, je peux juste poser une question Oui. sur les... J'aimerais bien que tu peut-être nous éclaircisses un peu plus sur les liens entre la complexité et l'entropie et information, parce que pour moi, une chose qui a 0, 0, 0, 0 n'a pas beaucoup d'informations. Alors oui. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué les questions, mais j'aimerais bien que tu dises un mot sur ça au moins. D'accord. Juste un petit mot. On utilise souvent l'entropie aussi comme mesure de complexité. Alors, le problème avec l'entropie, en tout cas pour les suites binaires qu'on étudie nous, c'est que l'entropie ne dépend que de la proportion de 0 et de 1. C'est-à-dire qu'effectivement, si on met que des zéros, l'entropie est très faible et la complexité aussi. Donc là ça concorde bien. Il y a beaucoup de cas où ça concorde bien. Si on a des vraies suites aléatoires, l'entropie sera élevée parce qu'il y aura à peu près autant de 0 que de 1 et la complexité aussi sera élevée par définition du hasard si on veut. Donc là, ça marche bien. Par contre, il y a des cas où l'entropie sera très élevée alors que la complexité sera faible. Et le cas typique, c'est l'alternance 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, où on a autant de 0 que de 1. Et donc, du point de vue de l'entropie, c'est comme n'importe quelle suite équilibrée, alors que du point de vue de la complexité, c'est très différent d'avoir une alternance de 0,1 ou alors des 1 et des 0 répartis aléatoirement. Merci beaucoup. Voilà. Et après, certains utilisent du coup de l'entropie de niveau 2 ou des choses comme ça, mais là encore, il y a des contre-exemples de suites qui sont simples du point de vue de la complexité, tout en ayant une grande entropie. Merci. Voilà, donc si je reviens à cette histoire de perception, là, les psychologues, ça c'est une très vieille question, se demandaient comment ça se fait donc qu'on perçoit un triangle derrière, donc même en admettant que en ne se posant pas la question de savoir pourquoi on perçoit un rectangle devant et quelque chose derrière, on pourrait imaginer en fait n'importe quoi. On pourrait imaginer qu'il y a juste un petit triangle au-dessus et puis une sorte de trapèze en dessous. On pourrait imaginer que c'est comme si c'était un triangle, sauf que le trait n'est pas droit, par exemple, et passe comme ça en faisant des détours. Pourquoi pas? Bon, mais ce qu'on perçoit, de manière intuitive, ce n'est pas la suite d'un raisonnement,
c'est presque toujours un triangle caché derrière un rectangle. Alors, il y a une partie de la psychologie qui s'appelle la Gestalt, assez ancienne aussi, qui a tenté d'énoncer des règles. Par exemple, vous avez une règle d'alignement qui dit que si les traits sont alignés comme ça, on imagine qu'il est continu et droit. Bon, c'est une description, mais ça n'explique pas vraiment les choses. Et après, pour essayer de comprendre pourquoi on voyait ça et qu'est-ce qui fait qu'on voit un triangle, il y a deux grandes théories qui se sont opposées. Une qui dit on voit un triangle parce que c'est l'explication la plus simple. C'est une explication basée sur la simplicité. Et une autre, et là vous allez tout de suite comprendre pourquoi la complexité arrive ici, et l'autre explication, c'est-à-dire c'est pas parce que c'est le plus simple qu'on voit ça, c'est parce que c'est le plus probable. Et c'est une sorte de calcul probabiliste qu'on appelle un peu pompeusement bayésien souvent, mais enfin, en tout cas probabiliste. Voilà, il y avait ces deux écoles qui s'écharpaient un peu. Et il y a un peu plus de 20 ans maintenant, un grand psychologue de Londres qui s'appelle Nick Chater a publié, notamment il publie avec des grands spécialistes de la complexité, a publié pour dire, et donc c'était quelques années avant que nous on développe notre mesure, notre estimation, pour dire qu'en fait les deux écoles peut-être parlent de la même chose parce que finalement la simplicité c'est la probabilité, c'est-à-dire dire que quelque chose est simple, c'est la même chose que de dire que c'est probable, du moins si on entend simple au sens de la complexité algorithmique et si on entend probable au sens de la probabilité algorithmique. Et donc pour lui, c'était la piste, la complexité, c'était la piste pour réconcilier les deux écoles et dire que c'est à la fois plus probable d'un certain point de vue et à la fois plus simple d'un certain point de vue. Voilà. Et dans l'article auquel je pense, de Nick Chater, en fait, il conclut en disant que malheureusement, la complexité algorithmique n'étant pas calculable, pour l'instant, on ne peut pas savoir si ça marche ou pas et si les deux se rejoignent vraiment. Donc nous, on a pu le faire, mais pas sur des exemples que je vous montre ici, parce que la complexité, comme on l'a définie, évidemment, fonctionne que sur des suites courtes et sur des images, ça ne fonctionne pas correctement, pour l'instant en tout cas. On a pu le faire sur des matrices, mais c'est autre chose. Voilà, donc l'idée de la complexité et le fait que ça relie une certaine forme de probabilité et une certaine forme de simplicité, ça permet de réconcilier deux écoles de pensée concernant la perception, parce qu'il y a une chose qui est sûre pour les psychologues depuis longtemps, c'est que la perception, c'est déjà quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on perçoit et qu'on a l'impression de voir de manière immédiate, en fait, c'est déjà énormément traité, mais on ne sait pas comment c'est traité. Et donc là, on a cette réconciliation entre la simplicité et puis ce qui est le plus probable. Voilà, comme disent certains, on a comme ça formalisé le rasoir d'Occam. C'est-à-dire qu'on considère comme plus probable ce qui est plus simple. Et bien ça trouve une explication avec la complexité de Kolmogorov, ou algorithmique. On a pu aussi appliquer la complexité à la mémoire de travail. D'ailleurs, en partie grâce au Palais de la Découverte. Je sais qu'il y a quelqu'un de la Cité des Sciences. Mais je vais vous dire un petit peu. La mémoire de travail, on va juste considérer que c'est une mémoire à court terme, c'est-à-dire c'est une mémoire qui permet de retenir peu d'informations pendant quelques secondes. La suite de chiffres qui est ici, vous pouvez l'apprendre par cœur et vous en souvenir dans un mois, mais si je vous la dis juste une fois à la vitesse de un chiffre par seconde, c'est la norme qu'on utilise habituellement dans les tests, donc normalement vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le lire en même temps. Enfin, si je vous dis 5, 4, 8, 3, 9, 7, 2, j'étais un peu vite, et que je vous demande maintenant, rappelez-les, c'est pas très facile déjà là. Si vous êtes concentré, vous devriez y arriver. Et en général, quand on fait ça, les gens arrivent à retenir 7 items. Là, il y en avait 7. Il y avait 7 chiffres. C'est à peu près le maximum que la plupart des gens arrivent à retenir. Certains n'arrivent pas à dépasser 5 et d'autres vont jusqu'à 9. Mais en gros, tout le monde se trouve entre 5 et 9 de ce qu'on appelle l'empan de mémoire à court terme, qui est le nombre de choses qu'on peut comme ça retenir pendant quelques secondes, juste après l'avoir entendu. Alors, ce qui est bizarre avec cette mémoire de travail, c'est qu'on retrouve toujours à peu près 7, ça dépend, mais qu'il s'agisse de nombres, enfin de chiffres plutôt, qu'il s'agisse de chiffres, de lettres ou de mots. Alors, c'est assez bizarre, parce que quand c'est des mots,
évidemment, il y a beaucoup plus de lettres et on arrive à retenir à peu près 7 mots. Donc, beaucoup plus de lettres si c'est organisé en mots. Bon. Et parfois, des suites de lettres peuvent être retenues qui dépassent largement les 7. Parce qu'évidemment, là, ce que les psychologues disaient au départ, quand on a découvert ça, c'est que, en fait, tout se passe comme si dans la mémoire, on avait 7 emplacements à peu près, et puis on les remplit, et puis quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, donc c'est fini. Voilà. Sauf que si je vous dis, par exemple, la suite de lettres suivantes, USA, URSS, SNCF, tout le monde arrive à se souvenir de cette suite qui pourtant contient 9, 10, 11 lettres, donc ça dépasse l'empan normal, mais on y arrive. Et là, les psychologues disent on y arrive parce qu'il y a un processus qu'ils appellent le chunking, ça on fait des blocs. Normalement, si vous avez entendu USA, puis URSS, puis SNCF, et chacun des trois, USA, URSS, SNCF, sont codés en un seul bloc. Donc, on n'a besoin que de 3 emplacements pour coder ça. Voilà. Mais si on réfléchit, on peut trouver des exemples où, parce que là, USA, URSS et SNCF, on peut se dire c'est possible de les coder en un seul morceau, en quelque sorte, parce qu'on les a déjà en mémoire à long terme. Je connais déjà URSS, je sais ce que c'est. Donc, si on imagine une métaphore avec un ordinateur, il suffit que je donne à l'ordinateur l'emplacement du lieu dans la mémoire où il a écrit URSS, et puis ça me prend un seul slot. Voilà. Mais on peut faire des choses qui ne sont pas en mémoire à long terme. Par exemple, si je vous écris ça, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, je pourrais même aller beaucoup plus loin. Vous êtes capable de vous en souvenir sans aucun problème, dès que vous avez remarqué que c'est le premier nombre une fois, le deuxième 2 fois, le troisième 3 fois, etc. Donc là, on pourrait en mettre 50 et tout le monde serait capable de retenir ça. Donc l'histoire des chunks, qui dit on fait des blocs comme ça n'explique pas tout. Parce que là, on pourrait dire, on fait des blocs, donc il y a le bloc 1, puis il y a le bloc 2, 2, puis il y a le bloc 3, 3, 3, puis 4, 4, 4, 4, etc. Mais en fait, on peut en mettre 10, 20, des blocs comme ça, et les gens arrivent à retrouver la suite. Donc, ce qu'on a testé, nous, comme idée pour aller plus loin que les chunks et juste les blocs, et l'utilisation de la mémoire à long terme, c'est cette idée qu'en fait, on fait un recodage de ce qu'il y a à retenir. Alors, souvent, dans les tests, comme je vous avais mis ici, par exemple, le 5, 4, 8, 3, 9, 7, 2, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait rien de particulier, donc qu'il n'y ait pas une date qui apparaisse ou aucune régularité. S'il n'y a pas de régularité, ça marche bien, on s'arrête à 7. Dès qu'il y a une régularité comme ça, on s'aperçoit que les gens se souviennent de plus que ce qui est prévu. Et donc, ça amène à une hypothèse qui est qu'on recode peut-être les informations directement. Quand on les voit comme ça, on les recode directement. Alors, je vais avancer un petit peu pour vous dire comment on a testé ça. On l'a testé avec un équivalent du jeu de Simon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 couleurs. C'est un jeu qui date il y a 30 ans maintenant, je pense, ou 40. Il y a 4 couleurs, et puis alors, quand vous commencez à jouer, il y en a une qui s'allume, ça peut être le vert, par exemple, et puis vous devez appuyer sur le vert. Puis après, il y en a 2. Ça peut être, par exemple, vert, bleu, peut-être vert, puis bleu. Puis ensuite, il y en a 3, alors, et à chaque fois, la suite se rallonge. Donc, ce serait, par exemple, vert, bleu, jaune, et vous devez taper sur le vert, le bleu, puis le jaune, et ainsi de suite. Et puis, au bout de 7, 9, au maximum, on n'y arrive plus, sauf quand il y a une régularité. Par exemple, si vous avez vert, rouge, bleu, jaune, vert, rouge, bleu, jaune, ça tourne comme ça, vous voyez que vous allez pouvoir en retenir beaucoup plus du moment qu'il y a une certaine régularité. Donc, on a utilisé un équivalent de ce jeu pour tester la mémoire de travail en fonction de la complexité de la suite correspondante. Et voilà ce qu'on obtient. Ici, vous avez la complexité de la suite, donc estimée par ce que je vous ai raconté avant, et puis la proportion de réponses correctes, ici, en ordonnée. Voilà, vous voyez, c'est une très jolie courbe, en tout cas pour les sciences humaines. Je ne sais jamais comment on voit ça avec un œil de sciences dures, mais en tout cas en sciences humaines, on trouve que ça correspond vraiment bien. Et ça montre que la complexité de la suite explique très bien le rappel. Plus une suite est complexe, plus elle est difficile à rappeler. Alors évidemment, globalement, les suites qui sont ici sont plus courtes que les suites qui sont ici. Parce que plus une suite est courte, plus elle est simple. On imagine que la suite juste 0, c'est à peu près la plus simple, à égalité avec juste 1. Voilà. À part la suite vide, je ne sais pas, on peut imaginer. Ceci étant, quand on regarde à longueur égale, on retrouve même parfaitement ce phénomène-là que la complexité explique
le rappel mieux que la longueur de la suite, en fait. Voilà, et ça, c'est un argument pour dire que spontanément, on recode les suites et qu'on le recode d'une manière qui est probablement pas optimale, parce que, évidemment, pour une suite donnée, il peut exister un programme très court, mais qu'on n'imagine pas, hein, qu'il suffit de voir, si on donne à quelqu'un les décimales de pi à apprendre et qu'il y en a 100 000, évidemment, il ne va pas penser à un système pour retrouver les décimales de pi, ça, on est bien d'accord. Donc, ça ne peut pas être optimal. Mais ce n'est pas très loin d'être optimal, dans le sens où, en tout cas, ça correspond à ce qu'on voit de la complexité. Je vais passer ici pour vous parler un peu d'une tâche qui est liée encore à la complexité, de manière peut-être pas évidente. C'est des tâches qu'on utilise plutôt en neuropsychologie pour mesurer le fonctionnement frontal, on dit en psycho, cognitif en tout cas, des personnes. On leur demande de créer des suites de nombres de manière aléatoire. Voilà, par exemple, on pourrait répondre ça. Quelqu'un pourrait répondre ça, c'est suite de nombres, on imagine un dé, et puis voilà. Donc si quelqu'un fait ça, par exemple 2, 3, 4, 6, 3, 4, etc., ce que vous pouvez remarquer peut-être, si vous lisez la suite, c'est que finalement, un nombre est très souvent suivi par son successeur. Après 2, vous avez 3, après 3, vous avez 4, après 1, vous avez 2. Enfin voilà, il y a beaucoup de nombres qui sont suivis par leur successeur. Ça s'explique très simplement, c'est que quand on vient de penser à un nombre, comme on a appris la suite des nombres dans l'ordre, la comptine numérique, qu'on apprend tout petit, dès qu'on a pensé 2, 3 vient à l'esprit. Et pour faire quelque chose qui serait vraiment aléatoire, c'est-à-dire imprévisible, il faudrait qu'on arrive à inhiber ce réflexe, c'est-à-dire que quand j'entends 2, il y a 3 qui me vient à l'esprit, mais je ne vais pas forcément dire 3, donc il faut que j'inhibe cette pulsion-là qui me dit de dire 3, mais il ne faut pas que je le fasse tout le temps. C'est ça qui est assez compliqué, mais en fait, c'est compliqué de produire un hasard correct, au sens de la complexité en tout cas. Donc ça, ce qu'on voit ici sur cette suite, qui pourrait être produite par un participant, c'est un défaut d'inhibition. C'est-à-dire quelqu'un qui a trop souvent donné la réponse évidente, disons le 3 après le 2, le 4 après le 3, etc. Souvent, on demande des suites beaucoup plus longues, et du coup, ça nécessite, pour produire quelque chose qui soit aléatoire, et qui ne se termine pas comme ici par 43, 43, 45, 45, que des répétitions, ça nécessite d'avoir une attention soutenue. Donc ça mesure aussi l'attention soutenue. Voilà, et tout ça, alors ça, c'est connu depuis longtemps, avant l'utilisation de la complexité. Et c'est utilisé notamment dans certains cas pour quand il y a eu par exemple un accident, un AVC, pour voir s'il y a des séquelles. On peut utiliser ce genre de tâches en complément d'autres choses. C'est pas, évidemment, c'est pas un test absolu. Mais ce que ça montre, en fait, la difficulté de répondre à ces tâches, ce qu'on voit là-dessus, c'est deux choses. Premièrement, que pour créer quelque chose d'aléatoire, entre guillemets, pseudo-aléatoire, on a besoin de se concentrer. Ce n'est pas facile, en fait, de créer quelque chose d'aléatoire. Et peut-être je repréciserai après ce que j'entends par là. Et la deuxième chose, c'est que les gens ne font pas n'importe quoi. C'est-à-dire quand on leur demande d'être aléatoire, ils font effectivement un effort et ils répondent très rarement, par exemple, en mettant que des 1. Et alors c'est marrant parce que quand on fait l'expérience toute simple de demander juste une série de 5 pile ou face aléatoires à des psychologues, des étudiants en psychologie ou en art, on a des choses qui sont bien équilibrées avec toutes sortes de suites différentes, avec une sous-représentation des suites comme pile, 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 pile. Quand on le fait en mathématiques, par contre, on a une surreprésentation des suites du genre pile, 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 parce que les étudiants disent c'est absurde comme question, toutes les suites ont la même probabilité d'arriver, donc toutes les réponses sont aussi bonnes. Voilà, alors qu'en réalité, même ceux qui disent ça, je pense, s'ils demandaient à un ami de donner une suite de pile face au hasard et que la réponse était pile, 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 aurait l'impression que l'ami n'a pas essayé de faire quelque chose au hasard, il ne se dirait pas, de toute façon, cette réponse-là était aussi probable que n'importe quelle autre, et donc je n'ai aucun argument pour dire qu'il n'a pas fait d'effort. Voilà, mais intuitivement, on a quand même cette idée-là. Alors, je passe un peu ici. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'avec le temps qui passe, on est dans le développement, et grade 2, c'est CE1, CE2, CM1, quand on leur demande de produire des suites, il y a une tendance, très légère, mais une tendance à l'augmentation de la complexité. C'est-à-dire que chez les plus jeunes, en tout cas, avec le temps,
ils sont capables de produire des suites de plus en plus complexes. Et donc, en quelque sorte, je n'ai pas vraiment précisé ça, donc je vous le dis maintenant au cas où je n'ai pas été clair à cause de ce manque de précision, mais la complexité, donc je vous ai dit, dire qu'une suite est complexe, c'est en quelque sorte dire qu'elle est aléatoire, et du coup, on peut avoir une définition un peu plus large de l'aléatoire, et on peut dire qu'une suite est d'autant plus aléatoire qu'elle est complexe. Et du coup, dans ce paradigme-là, ça a un sens de dire que pile, c'est moins aléatoire qu'une autre suite qui pourtant a la même probabilité d'arriver par hasard. On est bien d'accord, mais elle est quand même, d'un certain point de vue, moins aléatoire. Donc, ce qu'on voit là, en acceptant cette théorie, cette acception de l'aléatoire, on voit qu'entre le CE1 et le CM1, les élèves ont tendance à progresser dans la qualité du hasard qu'ils peuvent produire. Là, on est dans la production du hasard. Peut-être passer ça pour passer maintenant à la perception du hasard. Alors voilà deux suites, par exemple. Vous imaginez, les cases noires sont des 0, les cases blanches sont des 1. Vous avez deux suites de même taille. Si on vous demande de manière professionnelle laquelle a le plus de chances d'arriver par hasard, évidemment, vous allez dire que les deux ont la même probabilité d'arriver par hasard. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Par contre, il y a quand même quelque chose d'intuitif. Si vous lancez une pièce 12 fois, parce que c'est 12 ici, et que vous regardez ce qui se passe, et que dans un cas, vous obtenez avec une première pièce, par exemple, 6 fois pile d'affilée, et puis ensuite 6 fois face, ça va vous étonner. Alors que si vous obtenez pile, face, pile, etc., ce qui est en dessous, ça ne va pas vous étonner. Donc il y a quand même quelque chose à comprendre, parce que même si en théorie on est d'accord pour avec c'est pareil, il y a quand même quelque chose qui nous étonne plus que l'autre. Et pendant longtemps, les psychologues ont pensé que le problème venait du fait qu'on n'est pas fait pour faire des probabilités, que notre cerveau est défaillant, et qu'en réalité, quand on essaye d'estimer ça, la probabilité que telle ou telle suite arrive par hasard, on répond n'importe quoi, en quelque sorte. Les choses ont évolué ensuite, et on s'est rendu compte que finalement, on pouvait donner du sens et une certaine rationalité à cette intuition que la deuxième suite est plus aléatoire en quelque sorte que la première, et ça va un peu plus loin que juste dire qu'elle est plus complexe. Donc je vais vous préciser un petit peu ça en utilisant le théorème de Bayes. C'est là qu'il y a de l'intuition bayésienne. C'est qu'il y a tout un courant en psychologie maintenant qui dit en fait, c'est pas que l'humain est un probabiliste fautif qui fait des erreurs. En fait, c'est pas qu'on fait des erreurs, c'est que d'abord on est limité, donc évidemment on peut pas tout calculer et on peut pas avoir une intuition bonne sur tout, ça c'est sûr, on est limité. Mais le problème vient surtout du fait qu'on raisonne de manière plutôt bayésienne en cherchant la probabilité des causes plutôt que la probabilité des effets. Et donc l'hypothèse dans ce courant, c'est que si on vous demande, si une suite donnée, donc par exemple pile, face, face, si on vous demande est-ce que ça c'est aléatoire ou pas, vous entendez la question comme est-ce que cette suite me donne des raisons de penser qu'elle a été créée par hasard? Alors si on comprend la question comme ça, là je pense que tout le monde est d'accord pour dire que pile, face, ça me donne plus de raisons de penser que ça a été créé de manière aléatoire qu'une suite qui contiendrait que des piles. Pour formaliser ça, on va chercher donc cette probabilité inversée, la probabilité que la suite a été créée par hasard, sachant que la suite c'est pile, face, face. Voilà. Ce que j'écris comme ça. S c'est la suite, R ça veut dire aléatoire. Voilà, ça c'est juste le théorème de Bayes écrit pour calculer donc la probabilité que la suite ait été créée par hasard, sachant que la suite c'est celle que j'observais. Et pour calculer ça, de manière formelle, il y a certains éléments. Il y a P de R qui est ici et P de D qui est en dessous. Ça, c'est les probabilités a priori, donc souvent on les fixe à 1,5, ça peu importe. Ensuite, il y a un autre élément qui est la probabilité de S sachant R, c'est-à-dire quelle est la probabilité de cette suite si elle est produite par un processus aléatoire. Et ça, c'est très simple, si on est dans des suites binaires de longueur 6, ça fait 1 sur 2 puissance 6. C'est vraiment très simple. Et il y a un terme qui reste et qui posait problème. Pendant longtemps, on n'a pas su quoi faire avec ce truc. C'est la probabilité d'observer pile, face, face par un processus. Voilà, parce qu'évidemment, la première réponse qui vient, c'est ça n'est pas estimable si je ne sais rien sur le processus. Il faudrait qu'on me dise quelque chose.
Si on me dit comment ça peut être produit, je peux peut-être quelque chose, mais sinon je ne peux pas, si je n'ai aucune information sur l'algorithme. Bon, mais évidemment, le P de S sachant D, la probabilité d'obtenir cette suite par un processus déterministe que je ne connais pas, ça fait penser à la probabilité algorithmique de la suite. Et donc maintenant qu'on l'a, ou enfin en tout cas on a une approximation, eh ben, on peut utiliser cette formule et calculer cette probabilité de hasard sachant la suite, que dans la suite on va appeler la probabilité vraie. Et quand on demande à des gens d'estimer si une suite est aléatoire ou pas, donc en gros on leur montre des suites, toutes sortes de suites, des simples, des complexes, etc. Et on leur demande de noter sur une échelle de Likert, c'est-à-dire en plusieurs points, on leur demande de noter en plusieurs points entre c'est sûr que c'est une suite aléatoire jusqu'à c'est sûr que c'est une suite pas aléatoire qui a été créée par un processus, par un programme ou par un processus déterministe. Quand on fait ça, vous voyez qu'il y a un lien, alors là encore pour les gens des sciences humaines, c'est un lien très fort et épatant, entre le true randomness, c'est ce que j'ai calculé avant en utilisant la probabilité algorithmique, et puis les réponses moyennes des gens qui sont ici. Ça veut dire que plus la suite est complexe, plus les gens trouvent qu'elle est complexe, et même mieux, plus la probabilité vraie, entre guillemets, c'est ce qu'on peut calculer avec le théorème de Bayes et ce qu'ils pensent, pardon, je ne sais plus où j'en suis, mais enfin que les deux sont liés. Voilà. Et on a fait ça aussi avec des matrices, dont je vous montre un peu rapidement, pour répondre juste à cette question, d'où est-ce que ça vient que les gens sont capables, parce que la conclusion c'est celle-ci, c'est que finalement les gens sont capables d'estimer la probabilité qu'une suite a été créée par hasard, c'est conforme, plus ou moins, évidemment, parce qu'on en est limité, mais c'est plus ou moins conforme à ce qu'on peut obtenir par le calcul en utilisant la complexité de Kolmogorov. D'où est-ce que ça vient? Et une des thèses qui a été publiée, c'est que ça vient de la nature, et que quand on observe le monde, en fait, il y a des régularités, et tout se passe comme si, dans le monde, les choses étaient produites par des algorithmes très variés, et qu'en gros, en regardant le monde, on a une représentation de ce que c'est que la probabilité algorithmique, c'est-à-dire que les choses les plus probables dans le monde, ce sont celles qui sont les plus probables au sens de la probabilité algorithmique. Alors, pour mesurer ça, je pense que c'est encore un champ d'exploration à venir, mais pour mesurer ça, les auteurs de cette hypothèse, naturaliste si on veut, ont pris des photos aléatoirement sur Internet, qu'ils ont binarisées, et puis ils ont extrait des petites matrices comme ça de 4 sur 4, et ils ont regardé combien il y en avait. Et vous imaginez que les plus simples arrivent plus souvent. Donc la première, là, qui est parmi celles qui ont autant de blanc et de noir, la première, par exemple, s'observe beaucoup plus souvent que la dernière qui est en bas ici. Donc on a fait ça et on a demandé donc la même chose, hein, on a utilisé la même description. Et ce qu'on a montré, pour vous dire juste en un mot, c'est que la perception des gens est liée à la complexité algorithmique, ça on le savait déjà, et que ça s'explique en partie, pas complètement, mais ça s'explique en partie par le fait que si on prend des photos aléatoires sur Internet, on retrouve cette même distribution, c'est-à-dire que les matrices les plus probables au sens de la probabilité algorithmique arrivent plus souvent. Donc on a vraiment une correspondance là-dessus. Et puis je vais peut-être juste terminer par un truc amusant, parce que je crois je suis vraiment en retard, mais voilà, un truc amusant c'est ça. Pour vous dire que cette histoire de complexité algorithmique, on peut même l'appliquer à des questions qui sont à la limite entre la psychologie et la linguistique. Donc ça, c'est un travail qu'on a effectué avec une collègue qui s'appelle Vera Kempe, et qui travaille, elle, sur les langues et l'émergence de la grammaire. Donc c'est à cheval entre linguistique et psychologie. Elle se demande comment se fait-il qu'il y ait des règles de grammaire, pourquoi les langues ne sont pas complètement aléatoires en quelque sorte. Et une des hypothèses, c'est que les gens, et peut-être surtout les enfants, ont tendance à simplifier ce qu'ils entendent en rajoutant des règles. Et alors évidemment, ça fait sens, hein, parce que plus simple au sens de la complexité de Kolmogorov, en tout cas, ça veut dire avec plus d'algorithmes, donc des choses plus structurées, qui font apparaître des règles. Et elle explique ça par le fait que la mémoire est imparfaite, et que plus quelque chose est simple, mieux on va le retenir. Et peut-être qu'au fil des temps, il y a eu des petites erreurs comme ça qui se sont cumulées pour aboutir à quelque chose de plus structuré que ce qu'on avait au départ. C'est une hypothèse, évidemment. Pour tester ça, ce qu'on utilise souvent,
quand on veut le faire de manière expérimentale, c'est des sortes de jeux de téléphone arabe. Donc on montre on montre ou on dit, mais là c'est sous forme visuelle. On montre comme ça, dans notre cas, un échiquier avec des pièces qui sont placées dessus, des jetons, pendant 10 secondes, un participant, puis on enlève ça, on lui donne 12 pièces à placer sur un échiquier comme il les a vues. Et puis ce que lui a fait, on le montre au suivant de la même manière, et ainsi de suite. Et donc là, vous avez deux exemples, un avec des adultes, l'autre avec des enfants. Vous voyez ce qui se passe. Ça, je l'ai refait après avec des étudiants, c'est assez spectaculaire, c'est marrant. On voit évoluer les formes comme ça, qui en général vont vers de plus en plus de simplicité. Donc c'est un argument, disons, en faveur de l'hypothèse que la grammaire peut apparaître comme ça, par le fait qu'on a tendance à mieux retenir ce qui est plus simple. Et dans le cas où c'est complexe, du coup, quand on fait des erreurs, c'est plutôt vers plus de simplicité. Voilà, ça c'est les courbes de l'évolution de la complexité au fil du jeu de téléphone arabe, chez les adultes à gauche et chez les enfants à droite. Donc vous voyez un petit peu ça. Voilà, comme ça, il est déjà midi presque, donc je vais m'arrêter là. De toute façon, voilà, j'ai passé à peu près en revue ce que je voulais vous raconter. Mais ce qu'il y a peut-être à retenir, c'est que grâce à la complexité de Kolmogorov, on arrive à comprendre de manière rationnelle qu'on peut faire en quelque sorte de vrais calculs probabilistes bayésiens, un peu fautifs parce qu'on est limité, mais même si ce n'était pas fautif, et arriver à des choses qui jusque-là nous semblaient des erreurs, comme par exemple penser que certaines suites sont plus probables que d'autres, parce que évidemment la question n'est pas posée comme il faut, mais que certaines suites sont plus prosables que d'autres. On peut comprendre aussi l'évolution des langues, peut-être, en tout cas ça donne des pistes. Et puis d'autres choses comme ça, par exemple sur les préférences esthétiques, que j'ai passé vite fait, mais en un mot, on trouve que du point de vue de la complexité de Kolmogorov, les gens préfèrent des matrices qui sont de complexité moyenne. Voilà. Et donc je m'arrête là, parce que là c'est bon pour que vous ayez quelques minutes pour poser des questions si vous voulez. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre des questions s'il y en a. J'attends que les mains se lèvent. Oui, Henry? C'était très intéressant. Merci beaucoup pour ce séminaire. J'aimerais bien, est-ce que tu pouvais mettre ces résultats dans le contexte évolutionnaire de l'homme? Vous avez pensé, quelles sont les origines exactement de ces effets à travers l'évolution de la cognition de l'homme? C'est une question un peu vague peut-être. On se dit que, en tout cas, dans le paradigme bayésien, disons, comme on le dit souvent, ça paraît. Enfin, ce qu'on imagine, c'est que, évidemment, être capable de faire des calculs probabilistes le mieux possible, c'est un avantage. Et c'est à peu près ce à quoi on est arrivé, sauf que pour vraiment faire des calculs bayésiens, en fait, il faudrait des capacités de calcul qu'on n'a pas. Ce qui fait évidemment, on n'arrive pas à faire l'équivalent complet d'un vrai calcul probabiliste, mais enfin, on a quelque chose quand même d'approchant. Par contre, peut-être, pourquoi est-ce qu'on aurait une préférence, parce que c'est aussi une des hypothèses, là, on semble avoir une préférence pour chercher les causes plutôt que les effets. Ça, je ne suis pas sûr d'avoir une réponse. Peut-être que ça permet de mieux se protéger. Je ne sais pas, l'exemple qu'on prend habituellement pour dire que, par exemple, pour expliquer pourquoi on a tendance, ou c'est l'impression que ça donne, à surinterpréter les signaux, on dit que peut-être le fait qu'on surinterprète les signaux, ça vient du fait que si quand vous entendez un bruit qui pourrait être simplement le bruit du vent, vous ne vous inquiétez pas et vous n'imaginez pas que ça pourrait être un tigre, à une certaine époque, c'était très dangereux et qu'il valait mieux surréagir que sous-réagir. Peut-être que, de manière plus générale, c'est plus intéressant de s'interroger sur les causes que sur les effets. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse pour ça, en tout cas. Oui, ok, merci. Bon, merci. Emmanuel. Oui, bonjour, merci pour ce très beau séminaire. J'avais une question. Je voudrais savoir si vous aviez exploré le lien entre, vous savez, les tests de quotient intellectuel et la complexité algorithmique. Ah, on a trouvé un lien très légèrement positif. Ah, léger. Ouais. Parce Oui, que j'ai l'impression que les tests les plus difficiles
utilisent vraiment une complexité algorithmique assez plus importante que les questions difficiles, questions faciles, pardon. Ah oui, alors non, je parle de la comparaison entre quotient intellectuel et puis… Ah non, non, je parlais des tests eux-mêmes. Ah non, alors ça non. Alors, le taux de succès à des questions, vous voyez, issues la de formalisation qu'on a faite, on arrive à l'appliquer à des matrices et à des suites, mais on n'arrive pas à l'appliquer à des tests ou du texte ou des images pour l'instant. Et bah, du coup, il y a plein de choses pour lesquelles on ne l'applique pas, juste. D'accord. Et donc, notamment la complexité d'un test, je ne sais pas le mesurer, en tout cas avec notre méthode. D'accord, merci. Alors, Pierre. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Au début, vous aviez dit que ce calcul probabiliste que vous étudiez sur les suites était difficile à appliquer sur les images, et vous avez montré à la fin quelques applications. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ces difficultés de calcul sur les images Ah ben en fait, alors ça tient surtout au fait que nous, on n'a que des suites courtes ou des matrices toutes petites. C'est-à-dire qu'on a fait tourner vraiment beaucoup de machines en bidimensionnel pour obtenir des matrices, par exemple. Mais on va pas, je crois qu'on a toutes les matrices 4-4. Mais dès la taille 5-5, en fait, il nous manque des matrices qu'on n'a pas observées du tout. Donc, c'est difficile de… C'est essentiellement pour ça. Parce qu'une image, on pourrait la pixeliser à la limite, mais c'est essentiellement le problème. OK. Je ne sais pas si je peux poser une deuxième petite question sur la courbe entre la probabilité de donner une suite correcte et la complexité. Est-ce que la courbe que vous montriez sur les données, c'est un fit, on peut modéliser à l'aide du théorème de Bayes, par exemple, ce genre de choses? La courbe avant, celle de la probabilité de redonner la suite correcte en fonction de la complexité, il y avait une belle courbe. Alors, je ne sais pas exactement de laquelle vous parlez, en fait. Alors, je n'ai pas noté le slide, mais… Ah oui, ça y est, je vois. C'est mémoire de travail. Oui, c'est ça, exactement. Celle-ci. Ouais. Ah oui, parce que là, on a mis complexité. La courbe, c'est un modèle, on peut modéliser ou c'est un ajustement Ah non, je crois, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un truc logistique, une régression logistique. Donc, non, il n'y a pas de Je me modèle. demandais si on pouvait construire une modélisation, si vous exploriez des pistes de modèles. Pour ce… On n'en est pas encore là, je crois. Mais, merci beaucoup. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je ne vois pas d'autres mains se lever, donc je vais peut-être en profiter pour proposer moi-même une question qui concerne le début de l'exposé. Il y a quelque chose qui m'a intrigué. Vous avez donné une définition vulgarisée de la complexité algorithmique et dit qu'on peut montrer qu'elle ne dépendait pas trop de la machine de Turing choisie. Est-ce que vous pourriez préciser ce pas trop, et nous faire sentir un petit peu ce qu'il y a derrière? Alors, ça veut dire à une constante près. Et en gros, l'idée, c'est que quand on passe d'un langage à un autre, on peut toujours rajouter un module de traduction, si on veut, en quelque sorte, qui est d'une taille finie. Et donc, quand on a des suites qui deviennent de plus en plus longues et de plus en plus complexes, du coup, ça c'est bien d'avoir ça comme définition, parce que ça veut dire que quand on va vers des complexités très grandes, finalement, qu'on prenne une machine ou l'autre, ça ne va pas changer grand-chose à l'infini. Pour les suites courtes, évidemment, c'est très embêtant, et c'est pour ça qu'on n'est pas passé par une machine de Turing particulière. En fait, ce qu'on a fait, nous, on n'a pas pris une machine de Turing universelle, on a pris toutes les machines de Turing d'une certaine taille qu'on a fait tourner pour observer ce que ça donnait. D'accord. Là c'est des points un peu techniques. Mais donc, effectivement, disons que le pas trop, il est très bien pour les suites, quand on regarde les suites qui sont presque infinies et presque aléatoires. Et pour les suites courtes, il est très embêtant. Et c'est pour ça que ce qu'on a, c'est une approximation d'une façon, disons, de concevoir le truc. On s'est dit qu'en prenant toutes les machines de Turing d'une certaine taille,
on aurait une sorte de mix de moyenne de complexité. Merci de ces précisions. Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense qu'il y a encore un peu de temps, même si on l'a légèrement débordé. S'il y en avait une urgente, on peut la prendre, pas de problème. Non. Moi, j'en ai une, mais comme je suis Oui. co-animateur, je ne peux pas lever la main. Ouais, vas-y. Désolé. C'était juste sur le nature or nurture. Ça suppose ce genre d'exercice d'une certaine universalité des humains, en fait, en quelque sorte. Et c'est quoi le poids, en quelque sorte, de l'environnement, enfin, je ne sais pas, des cultures ou, j'imagine si sur les petites images là qu'on montrait, pixelisées, je sais pas, des êtres humains qui ont l'habitude de vivre en pleine forêt, pour eux, la première image en haut à gauche n'est pas naturelle parce qu'il n'y a pas d'horizon dégagé habituellement. Ah, ouais, alors ça, c'est pris. Bon, c'est très discutable dans la façon dont ça a été fait, mais en fait, ils ont pris des images de tout et n'importe quoi et qu'ils ont décomposé en pixels. Donc ça, il faut imaginer que c'est un tout petit morceau quelque part dans une photo. Le 4 sur 4, ça correspond à 4 pixels sur 4 pixels dans une photo, quoi. Donc c'est tout à fait discutable, hein, la façon dont c'est fait. Mais je trouve ça, c'est quand même intéressant qu'on arrive à retrouver quelque chose de conforme à la probabilité. Mais du coup, il ne faut pas imaginer ça comme un horizon. C'est quelque chose qu'on trouve en général plus souvent que ça. Mais que ce soit dans des portraits, dans des paysages, c'est quelque chose de vraiment très général. Et puis, vous voyez, de toute façon, les corrélations ne sont pas non plus... c'est de l'ordre de 0,5. C'est pas mal, hein, pour de la psycho, c'est super, mais... Et alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu d'études dans des cultures complètement différentes. Pour certaines choses, il y a des effets, par exemple, c'est assez amusant, des fois, même pour la production du hasard, quand on demande juste aux gens de choisir un nombre entre 1 et 9, ou 0 et 9. Souvent en Europe et aux États-Unis, au Canada, enfin dans tous les pays qui publient beaucoup, c'est le 7 qui ressort en premier. Les gens disent très souvent 7. Et du coup, il y a toute une théorie pour expliquer pourquoi c'était 7, notamment une théorie qui dit en fait c'est 7 parce que 7 c'est le seul nombre entre 0 et 9 qui n'a rien de particulier. Parce que ce n'est pas au bout comme 0 et 9, ce n'est pas pair, ce n'est pas au milieu comme le 5, etc. Bon. Sauf qu'en réalité, quand on l'a fait pour le coup dans d'autres cultures, on s'est aperçu qu'ailleurs, ce n'était pas le 7 et qu'il y a des cultures où le 4 ressort très nettement, d'autres où c'est le 3. Du coup, on se dit que c'est plutôt quelque chose de complètement culturel. Alors pour ça, jusqu'à ici, je n'ai pas vu d'études dans d'autres cultures que nos cultures occidentales, quoi, donc je ne sais pas si ça serait autrement. Voilà, c'est possible. Peut-être que ce serait autrement, ce serait... Mais... Bien, il y a une question dans le chat de Pierre qui demande s'il y a des études sur la simplification du langage chez les jeunes enfants. Ah oui, ça, il y en a pas mal, oui. Il y a beaucoup d'études connues sur le fait que les enfants, alors je ne sais pas si c'est de ça qu'on parle exactement, enfin, qu'il y a des erreurs prévisibles chez les enfants qui vont presque toujours vers la généralisation des règles. Donc c'est aussi pour ça qu'on a eu l'idée, je pense que Vera Kempe a eu l'idée de ces études où regarder si chez les enfants, il y a plus de simplification quand on fait des erreurs, parce que c'était l'idée un peu. Et son idée à elle, c'est que c'est les enfants en fait qui font évoluer les langues en faisant des erreurs systématiques qui simplifient et qui font apparaître des grammaires. Très bien. Une question, oui, Stal. Ouais, Clément. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, c'est une question. Donc, vous avez fait un espèce de classement de complexité de toutes les suites de 6 numéros, c'est ça? Ou 12? Donc, ouais. est-ce que vous avez comparé ça à d'autres groupes? Parce qu'il y a d'autres personnes qui regardent ça. Est-ce qu'il y a d'autres façons de mesurer cette complexité? Et est-ce qu'il y a des grandes différences dans votre approche? Est-ce qu'il y a un consensus sur ces suites, votre classement des suites que vous avez de votre programme? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres façons de mesurer cette complexité? Et est-ce que tout le monde est d'accord? Ah oui, alors oui, il y a d'autres façons d'estimer la complexité. Je vous dis, ce qui est le plus utilisé en psycho, c'est l'entropie. Et le principal problème de l'entropie, c'est qu'il y a tout un tas de suites avec une entropie très forte
et une complexité basse. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, le coût de l'alternance 0,1, 0,1, 0,1, c'est le cas vraiment le plus évident. Il y a aussi d'autres façons de faire. Il y a des gens qui ont développé des systèmes ad hoc qu'ils appellent complexité cognitive, où ils font des mesures d'alternance, puis d'alternance, etc. Quand on a regardé, en fait, tout est un petit peu lié, sauf l'entropie qui a une sorte de courbe en U, mais enfin, sinon, quand on mesure avec juste les alternances, par exemple, on obtient quelque chose qui est lié quand même à ce que nous, on mesure aussi. Mais ce qu'on avait vu, c'est que dans toutes les mesures qu'on a testées, hein, quelques-unes dans un papier, on a trouvé que notre manière de mesurer la complexité est ce qui était le plus proche de la perception des gens. D'accord. Donc, ce qui est pour nous un argument. En fait, il y a deux arguments. Il y a celui-ci qui en a un argument, une observation sur les participants. Et l'autre argument, c'est que notre approche se base sur l'idée de n'importe quelle compression. Parce qu'une manière très proche aussi, et qui est souvent utilisée très proche de ce qu'on fait, de mesurer la complexité, c'est d'utiliser un algorithme de compression. Et la différence entre utiliser un algorithme de compression et puis notre méthode, enfin de manière théorique, hein, c'est que l'algorithme de compression, c'est une manière de réduire les données. Et donc, ça donne peut-être le programme le plus court possible, mais peut-être pas. Ça dépend du type de données. Et j'imagine que si vous utilisez JPG pour compresser une image qui en fait représente les décimales de pi, ça ne va pas du tout voir que c'est les décimales de pi, et donc ce sera très peu compressé, ça va être considéré comme aléatoire, alors qu'il faudrait considérer en théorie que c'est quelque chose d'assez simple. Voilà, donc disons dans l'idée, notre méthode consiste à chercher la compression maximale selon n'importe quel algorithme de compression, sachant qu'évidemment, on ne le fait pas pour de vrai, parce qu'on n'a pas pu tester toutes les machines de Turing, ne serait-ce que ça. Et quand on utilise un algorithme particulier de compression, ben, on peut dire que pour certaines suites, ça va très bien marcher, pour d'autres, moins. Et souvent, ça ne marche pas de toute façon pour les suites courtes. C'est aussi la force de notre approche, c'est que ça marche pour les suites courtes. D'accord, très bien, merci. Bien. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Johan, est-ce que tu penses qu'on pourrait conclure si aucune question n'apparaît? Oui, pardon, je vais couper l'enregistrement parce qu'on a terminé.